Bonjour tout le monde. Ça va? Ouais? Ok. Donc moi je vais être avec vous un petit moment, je vais vous raconter une petite histoire et vous allez voir, ça va bien se passer. Des moments où vous allez peut-être même rigoler. Tout a commencé un dimanche matin il y a quelques mois. On ne joue pas ces détails, mais on devait manger avec ma femme et j'ai voulu faire du bacon. Il fallait que je jette le paquet de bacon dans la poubelle jaune, sauf que la poubelle jaune était pleine. Donc je suis allé descendre ma poubelle jaune, parce qu'on a une salle avec des conteneurs dans mon immeuble. Donc je vide ma poubelle jaune, je ressors de la salle, je rentre dans le hall de l'immeuble. Je sais, vous vous dites où est-ce qu'il veut en venir, c'est normal. J'arrive dans le hall de l'immeuble et je tombe face à face avec un mot, signé un voisin. Un mot du style, alors je vous la fais courte parce que ça ne rentrait pas sur le slide, et pour conserver son anonymat, je n'ai pas signé le mot. Mais c'était « Merci de respecter vos voisins et le ménage et de ne pas mettre vos mains sales sur les portes vitrées qui viennent juste d'être lavées. 12 points d'exclamation en majuscule. Limite, s'il avait pu mettre du gras en écrivant, il aurait mis du gras. Il ne l'a pas fait parce que c'était écrit à la main. Moi, j'étais presque en peignoir, hein, littéralement, avec mon bac Ikea là, de mes poubelles, et je vois ça, et je fais « Oh !» Et d'un coup, je me dis oh, « c'est n'importe quoi, je vais monter, je vais prendre un feutre, je vais lui répondre, je vais lui en mettre plein les genoux. » Et puis, j'étais un peu énervé, je prends l'ascenseur, je remonte, arrivé en haut, j'ai oublié pourquoi j'étais énervé, parce que j'ai passé plusieurs portes entre-temps. Et surtout parce que je ne sais pas où sont les feutres chez moi, j'ai pas beaucoup de feutres, la joie d'un développeur informatique. Je fais pas trop d'agilité, mais voilà, donc j'ai pas beaucoup de feutres et j'ai pas de post-it. Et surtout, je me suis dit, en fait, c'est débile, je vais pas aller répondre à ce mot et lui cracher dessus, alors qu'en fait, on se connaît même pas, ça se trouve, c'est quelqu'un de très agréable, aucun intérêt à aller rentrer dans son jeu comme ça. Mais je me suis quand même senti coupable en analysant. Du coup, j'étais en haut, j'étais dans mon salon, j'étais un peu perplexe. Et je me suis senti coupable. Je me suis dit, est-ce qu'un jour, moi aussi, j'ai mis mes mains sales sur la porte vitrée? Est-ce qu'un jour, j'ai sali cette porte vitrée? Je me pose la question quand même. Est-ce que je respecte mes voisins et le ménage? Bah oui. Je fais toujours attention. Quand ma poubelle goûte dans l'ascenseur, bah, je viens nettoyer après. Plutôt normal, quoi. Mais je me suis senti vraiment accusé, j'avais envie de me défendre, en fait. Et c'est là où je me suis dit, il y a peut-être un truc qui n'est pas bien passé dans la communication entre nous. L'interaction qu'il y a eu entre moi et mon voisin à ce moment-là, c'était pas ouf. Donc moi, c'est Nicolas Leport. Je fais des trucs pour des gens, dans des boîtes, avec d'autres gens. Globalement, ça m'évitera de rentrer trop dans le détail. Et depuis quelques années, je fais ces trucs-là avec ces gens-là chez Zenica, à Rennes. Voilà, pour diverses choses. Et c'est des trucs principalement techniques, même si des fois ça m'arrive de faire un petit peu d'agilité. Donc c'est très impressionnant pour moi d'être là devant tant de têtes que je ne connais pas dans une conférence qui n'est pas une conférence technique. On parlait de zone de confort, enfin Thomas parlait de zone de confort tout à l'heure. Clairement, moi je suis un petit peu sorti de ma zone de confort là aujourd'hui devant vous. Donc vous êtes très impressionnant, même si vous êtes tout petit vu d'ici. Par rapport aux lettres qui sont devant moi, vous ne faites même pas la moitié de la lettre. Mais quand même, vous êtes beaucoup plus nombreux que les lettres. Je tiens à préciser quand même avant tout que, contrairement à d'autres speakers qui sont intervenus avant et peut-être qui interviendront après moi, je ne suis pas un expert ni en CNV, ni en plein de choses. Voilà, j'ai appris des choses moi-même parce que je me posais des questions, mais je n'ai pas de certification, de diplôme, de trucs comme ça. Je n'ai pas écrit de livre. Voilà. Je suis vraiment quelqu'un qui a recherché des choses et qui a appris beaucoup de choses en voulant écrire ces slides-là. Mais je suis surtout quelqu'un qui fait attention au sens des choses, au sens des mots, au sens des phrases, et à tout ça. Interagir avec les gens, Thomas l'a dit ce matin, c'est une compétence qui se travaille. Moi, je suis convaincu de ça. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques clés, quelques indices pour essayer de comprendre un petit peu ça et peut-être que vous sortiez de cette conférence, vous sortiez de cette journée globalement en me disant il y a peut-être des choses à travailler, ce serait cool. Donc je suis là pour vous partager ma vision, un petit retour d'expérience aussi, des petites anecdotes un peu rigolotes, voilà, qu'on passe un bon moment tous ensemble. Je précise quand même que il y a des fois, je vais être un petit peu sanglant, ça m'arrive. Je tiens à préciser, je ne vise personne et j'ai tout anonymisé. S'il y a des gens qui se sentent concernés, peut-être des gens avec qui j'ai pu interagir à un moment donné dans ma vie,
et que vous vous sentez visé par ce que je dis, sachez que je ne juge pas les gens. Il n'y a rien de personnel et dirigé dans cette présentation. Je vais parler des pratiques et ça m'arrive de faire des erreurs aussi. Okay. Avant toute chose, j'aimerais qu'on reparle de quelque chose qui est à la racine de tout ça pour moi, c'est les émotions. C'est ce qui va un peu tout déclencher. Il faut que je pointe le truc, sinon la zapette ne marche pas. Ok. Il faut que j'y pense. Parce que si je fais ça, je ne peux pas passer les slides suivants. L'émotion, c'est un mot qui fait peur. On croit qu'on le connaît, on ne le connaît pas forcément. En fait, on se dit oui, l'émotion, je connais. Eh ben, non. L'émotion, ça ne marche pas quand je fais suivant. Tu sais, je voulais faire le truc, genre ça apparaît en même temps, mais hop, non plus. Troisième essai. Yeah. C'est quoi les émotions? C'est notre cerveau qui nous parle, grosso modo. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus, mais globalement, c'est des messages que notre cerveau il nous envoie pour nous dire des trucs. Et ces trucs, il faut qu'on les comprenne pour pouvoir agir en conséquence. Quand vous êtes sur les lignes du chemin de fer, un rail, tout seul, vous, humain, comme ça, votre cerveau il vous envoie un message, fais gaffe frérot, il y a un train qui arrive, il serait peut-être temps que tu bouges. Il nous envoie une petite émotion, et hop, on se décale, on laisse passer le train, comme ça, on fait coucou, et ça va mieux. Donc l'émotion, elle est là pour nous faire avancer. On a plusieurs émotions. Là, je vais parler des émotions principales. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a des grands débats sur Internet sur quelles sont vraiment les émotions, la liste exhaustive, etc. Ce n'est pas trop le sujet du jour, mais voici quelques-unes des émotions quand même. C'est écrit tout petit, donc je ne vois pas. La joie. Je peux regarder derrière moi, en fait. Magique. La joie, la tristesse, la peur, la colère et tant d'autres. Petit truc intéressant que j'ai appris en faisant cette présentation, le sentiment, c'est le temps qu'on accorde à une émotion. Ça, j'ai découvert, je ne savais pas. Le sentiment de bonheur, c'est le temps qu'on va accorder à l'émotion de la joie. Ça, c'est bon à retenir. Et la joie, c'est la seule émotion que notre cerveau il cherche constamment à reproduire. Il cherche toujours à re-rentrer dans des situations qui vont nous donner de la joie. C'est cool quand même. Je ne vais pas rentrer dans les grandes lignes de chaque émotion, ce n'est pas le but. Et comme je disais tout à l'heure, de toute façon, je ne suis pas un spécialiste de ça non plus. Mais ça m'emmène à parler de la suite. L'émotion, c'est quoi? Étymologiquement, l'émotion, c'est le mouvement de motion, en fait. Donc l'émotion, ça nous sert à avancer, ça nous sert à nous protéger. Tout à l'heure, je faisais l'exemple sur les rails du chemin de fer. A priori, ça nous protège aussi, l'émotion. Et ça nous tient. C'est ce qui nous façonne aussi, ces émotions-là. Donc c'est important de les écouter, nos émotions. Et surtout de les comprendre. Et j'ai un trou de mémoire, donc je lis mes slides, mes notes. Oui, voilà. Je rebranche les wagons, chemin de fer. J'avais jamais fait de métaphore sur le train avant, c'est une grande première, je suis content. Merci. L'émotion, on la comprend souvent pas quand c'est la nôtre et encore moins quand c'est celle des autres. Un exemple que j'aime bien donner, souvent quand quelqu'un pleure par exemple, on va le voir, on dit arrête de pleurer. Pourquoi on demande à cette personne d'arrêter de pleurer? Cette personne, elle ressent une émotion, elle l'exprime, elle évacue quelque chose. Pourquoi on voudrait stopper ça directement? En fait, on est juste mal à l'aise de l'émotion de la personne, parce que déjà qu'on ne sait pas interpréter les nôtres, comment on veut interpréter celle des autres? C'est encore plus dur. Et potentiellement, en plus, on n'a pas le même vécu. Donc c'est compliqué. On ne sait pas gérer, donc on dit arrête de pleurer, comme ça, fin du malaise, passe à autre chose. Ne pas écouter ses émotions, ne pas les comprendre, c'est risquer un burn-out. Et donc nos émotions, c'est nos propres menaces, en fait. Si on ne sait pas les écouter, on se dirige un peu dans le mur. Quelques exemples, c'est très perturbant, une fois sur deux ça marche, et une fois sur deux ça ne marche pas. Quelques exemples un petit peu de ce que pourraient être des explications de messages que nous envoie notre cerveau. Imaginons, on se sent un peu inquiet, c'est pas la grande forme globalement, on est inquiet, en fait on a peut-être juste besoin d'être rassuré. Finalement c'est un peu la base de l'inquiétude, quand on est inquiet on a peut-être juste besoin d'être rassuré sur des choses, sur ce qu'on fait, voilà. On est un petit peu fatigué au boulot, on est un peu découragé, on sent qu'on n'a plus trop la motivation dans ce qu'on fait. Dès le matin on se lève, on est un peu grognon comme ça, on ne sait pas trop. Quand un collègue vous dit ça va, vous faites ouais.
Et bien en fait, on a peut-être juste besoin de trouver du sens dans ce qu'on fait. Peut-être que c'est ça qui nous manque. Quand on est contrarié, par exemple, ça arrive souvent d'être contrarié, peut-être qu'en fait, on a juste besoin de s'affirmer, de montrer qu'on existe, de ressentir qu'on nous respecte. Ça peut être des pistes. Encore une fois, ce sont des pistes parce que, comme l'a dit Thomas ce matin, on est tous différents. Et la personne que nous sommes est définie par rapport à ce qu'on vit et nos chemins de vie. Donc on n'a pas la même vie, tous. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes convictions. Et ce qui nous définit, nous, n'est pas forcément vrai pour les autres. C'est là où c'est complexe. C'est qu'on est tous différents. Et nos vérités à nous, elles ne sont pas universelles. Moi, j'ai des convictions qui sont liées par rapport à là où j'ai grandi, avec qui j'ai grandi, les exemples que j'avais, mes parents, mes frangins, mes amis, etc., le cadre dans lequel j'ai évolué. Et ce n'est pas le même que votre cadre à vous. Et ça, c'est sûr. Donc les choses que moi, je vais interpréter, des messages que mon cerveau m'envoie, sont peut-être pas les mêmes que vous. Et la compréhension de ces messages sera peut-être pas les mêmes. Moi, je rigole quand c'est drôle. J'ai un pote qui rigole quand il est gêné. Et c'est très perturbant parce qu'au début, tu lui dis un truc, il est gêné, il se marre. Et tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'était pourtant pas une blague. Et en fait, lui, il est juste gêné, il ne sait pas quoi répondre, donc il rigole. Moi, je n'interagis pas comme ça. Donc si j'essaie d'interpréter ce qu'il a fait par rapport à mon spectre de vision, bah forcément, ça frite, ça ne marche pas. Donc il faut bien prendre ça en compte. Chacun sa réalité. Et rien n'est jamais 100% tort, 100% raison. X, Y, binaire, 0, 1, bon, sauf dans l'informatique, mais et encore. Voilà, c'est jamais si vrai que ça, surtout quand on parle avec humain. Le problème et le risque, si on se base un petit peu sur ça et qu'on laisse parler des émotions, une des premières choses qui peut se passer, c'est la réaction à chaud. Typiquement, quand je suis descendu dans mon hall d'immeuble en peignoir pour jeter mes poubelles jaunes, j'ai réagi à chaud. J'avais envie de lui casser les genoux, clairement. Bon, je ne l'ai pas fait, parce que déjà, je n'ai jamais cassé les genoux de personne. Et puis, je ne sais pas comment on fait. Mais bref, ce n'est pas le sujet. La réaction à chaud, c'est quoi exactement? C'est quand on interprète quelque chose, quand voilà, on est face à une situation, un message, une parole, et que notre cerveau, il nous envoie une émotion, et nous, on ne la traite pas, et on la renvoie comme ça, direct, et on réagit à chaud avec ça. Donc la réaction à chaud, c'est qu'on laisse parler notre émotion. Le risque et le problème quand on fait ça, dans une conversation avec un collègue, par exemple, si on réagit à chaud, il y a à peu près 100% de chances pour que la personne en face fasse pareil. Et donc là, on fait un combat d'émotions sur qui réagit à chaud à qui, et en fait, on se frite sur la forme, mais le fond, il n'avance pas. Donc la réaction à chaud, comme je disais, quand on parle avec notre émotion, bah, c'est l'émotion de l'autre qui répond à notre émotion, à nous, et donc ça peut poser des problèmes. Petit conseil, mais j'en aurai d'autres à la fin, pour éviter ça, par exemple, quand vous êtes sur des messageries ou des mails, bah, répondez pas tout de suite. On le connaît tous, ce conseil. Qui relit 2 fois son mail avant de l'envoyer ou l'envoie le lendemain? Levez la main. Bon, il y a quand même plus de la moitié, c'est pas mal. Moi, ça m'arrive encore de ne pas le faire. Et souvent, après, je fais « Ah, merde !» Et du coup, Google a fait une super feature dans Gmail. On peut annuler le mail qu'on est en train d'envoyer. Ce truc magique qui a dû sauver des vies à des millions de gens. Des posts aussi, j'imagine. Donc, ça, c'est quand on est sur de la messagerie, par exemple. Quand on est en réel, c'est beaucoup plus compliqué. Quelqu'un nous dit un truc, on a envie de réagir tout de suite. Ça se comprend, c'est normal. Le conseil peut-être un peu plus dur que vous pouvez essayer de mettre en place, c'est n'hésitez pas à comprendre vos messages de votre cerveau et vous dire, là, je ressens une émotion, donc je ne vais pas répondre. Et dites à l'autre personne, écoute, je ne peux pas te répondre tout de suite. Je te répondrai demain ou plus tard dans la journée. Laisse-moi le temps de traiter et je te répondrai plus tard. J'essaie de le faire au boulot, croyez-moi, ça marche très très bien. Et les gens en face, en plus, ça les calme. C'est une réaction à chaud, blam, blam, réaction à chaud. Je te répondrai demain, frérot. Et direct, la personne en face, elle descend. Nous aussi, hop, on va boire une bière, tout se passe bien. Donc, pas de généralisation, pas les mêmes standards, n'oublions pas, on est tous différents. Du coup, ça me permet de faire un petit parallèle, même si Thomas en a parlé tout à l'heure dans la keynote. Ne pas surinterpréter les choses que vont dire les gens. C'est aussi la base de la réaction à chaud. Des fois, on interprète quelque chose, on réagit à chaud parce qu'on a l'impression que la personne voulait dire ou faire autre chose, alors qu'en fait, pas du tout. N'oublions pas qu'on n'a pas les mêmes chemins de vie, donc
nos vérités ne sont pas celles des autres. Un exemple, hop, je suis passé à la slide trop vite. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu le temps de lire. Petit exemple, par exemple, on est au boulot, il y a Marco qui arrive au travail, et ce matin, il n'a pas dit bonjour. Il est rentré comme ça, il a filé dans l'open space, tout le monde l'a vu, il a vu tout le monde a priori, parce qu'il avait les yeux ouverts, en passant. Il n'a rien dit, il est allé s'asseoir. Donc là, on se dit, il n'a pas dit bonjour, qu'est-ce qu'il est mal poli. Ou alors, deuxième option, il m'a pas dit bonjour ce matin, peut-être qu'il m'en veut pour quelque chose, peut-être qu'hier j'ai mal répondu à son message, je sais pas, c'est bizarre quand même. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui réagit à chaud, Marco, c'est incroyable. Voilà, on peut en faire plein des interprétations. En fait, il était peut-être juste concentré sur un truc, et puis c'est tout. Donc, la surinterprétation, elle est dangereuse, surtout dans le cadre de l'entreprise, parce que ça peut amener à des histoires qui n'en sont pas. Donc attention à ça. Petit conseil là-dessus, demandez-vous toujours, quand vous interprétez quelque chose, est-ce que j'ai des preuves tangibles et irréfutables qui me permettent de prouver ce que j'avance? Est-ce que j'ai des preuves non réfutables que Marco est mal poli? Si oui, dans ces cas-là, peut-être qu'il est mal poli, ça arrive. Si j'en ai pas, peut-être que je surinterprète. Parenthèse fermée. Il ne faut pas que je fasse suivant. Heureusement, ça n'a pas marché. On a parlé des émotions, la réaction à chaud. Qu'est-ce qui pourrait provoquer tout ça? C'est une des pistes, parce qu'il y en a plein. Un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Et les personnes qui me connaissent et qui peut-être ont travaillé avec moi doivent savoir de quoi je veux parler et où je veux en venir. Je voudrais vous parler d'une formule de politesse, ou plutôt une formule d'impolitesse, de fausse politesse. Bref, je continuerai d'en parler juste après. Je voudrais vous parler du merci de. Le merci de. Ce fameux merci de. Attention à ne pas le confondre avec un vrai merci, déjà. Ok ? Le merci de, c'est pas un remerciement. Donc, petit moyen mémotechnique pour savoir quand est-ce que c'est un vrai remerciement. Si vous pouvez remplacer le merci de par merci pour, a priori, c'est un remerciement. Ou alors peut-être que vous n'êtes juste pas très très bon en grammaire. Mais après ça, c'est pas mon problème. Merci pour votre attention. C'est un vrai remerciement. J'espère que je vous le dirai à la fin. Merci de votre attention. C'est déjà quelque chose qui ne s'est pas encore produit et vous remerciez à l'avance quelqu'un de vous écouter. Mais en fait, vous ne lui laissez pas le choix de vous écouter de toute façon. Donc le merci pour, c'est OK. Ça ne veut pas passer. Donc je fais genre, c'est OK le merci pour. Sinon, c'est non. Le merci de, c'est non. Si on ne peut pas remplacer par merci pour, c'est que la formulation pourrait être changée. C'est que la formulation n'est peut-être pas la bonne. Pourquoi ? Parce que le merci de, il n'est pas tendre avec votre sujet déjà. Il ne laisse pas le choix à l'autre. Pas de jugement, bien sûr. Mais moi, c'est une expression qui m'a toujours beaucoup perturbé. Si je reprends le cas de figure de mon message dans le hall d'immeuble, je me suis senti accusé direct. J'étais sur la défensive. Merci de ne pas mettre vos mains sur la porte vitrée. C'était hyper violent. C'est violent, et pourquoi tu me remercies ? Tu me mets un taquet dans les dents et tu me dis merci après. Non. Dis-moi juste, mets pas tes mains sur la porte. Et là, ok, d'accord. À la limite, là, on peut discuter. Mais quand on dit merci de à quelqu'un, on ne lui laisse pas le choix de ce qu'on fait. C'est presque une attaque, en fait. Alors, on n'en a peut-être pas conscience, et j'ai utilisé des merci de dans ma vie avant. Les gens qui ont peut-être été la cible de mes précédents merci de, je m'excuse. J'en fais encore des fois, malheureusement. Mais voilà, j'essaie d'éviter. Parce que le merci de, c'est une exigence déguisée. C'est une demande impérative, en fait. Quand vous dites à quelqu'un « merci de faire ça », le message derrière, c'est « fais ça ». Il n'y a pas de... Souvent, en plus, on écrit le merci de, vous envoyez un mail à votre constructeur de maison. Merci de me tenir au courant. Ça veut dire tiens-moi au courant. Et je passerai la formulation qu'on peut mettre après le tiens-moi au courant. Qui commence par con et qui finit par nar, peut-être. C'est une exigence fausse, une exigence déguisée, c'est faussement poli, en fait, le merci de.
C'est un peu, je te mets un peu de crème et puis et on y va, quoi. Donc c'est pas ouf. C'est une demande camouflée et impérative. Ça laisse pas le choix et c'est nous qui donnons le merci d'eux, qui décidons que l'autre doit faire. Il n'y a pas de chemin de traverse. Vous avez peut-être tous déjà reçu un mail de quelqu'un. Merci de m'envoyer ça à Zap. Je peux pas, je l'ai pas. C'est Jean-Luc qui me l'a envoyé. Et vous pouvez même pas vous défendre. Bref, c'est une demande camouflée, impérative. Exemple. Vous avez déjà vu des panneaux comme ça. Merci de ne pas fumer. Merci de vous laver les mains. Des choses comme ça. Alors, sur des écriteaux, bon, sur un hall d'immeuble, quand c'est des voisins, c'est pas ouf. Mais merci de ne pas fumer. Pourquoi tu me remercies de ne pas fumer? De toute façon, j'ai pas le droit de fumer. Donc, me remercie pas. Merci de ne pas fumer. Alors, je sais pas vous, et moi, j'imagine le mec un petit peu pas content comme ça. Merci de ne pas fumer. Alors que juste, interdit de fumer, ça fait le taf. C'est pas personnel, c'est pas dirigé, ça blessera personne. C'est un fait. Il est interdit de fumer. Et je vais pas aller remercier les gens qui respectent la règle. C'est interdit de fumer, point. Voilà. Ça va plus vite, et en plus, ça peut éviter des réactions à chaud. Donc c'est pas mal. Un jour, j'ai eu une discussion avec une amie, mais j'y reviendrai plus tard, sur le merci d'eux, justement. Petit parallèle vite, pour que je vous explique après. Elle me disait, oui, mais moi, j'utilise le merci d'eux parce que j'ai demandé trop de fois les trucs aux gens. Ils le font pas, ils comprennent pas. Donc à un moment donné, ça me saoule. Donc merci d'eux. Donc là, ça prouve bien l'agressivité et la violence du message en fait qui est derrière. Donc peut-être que si c'est demandé une fois que c'est pas compris, peut-être que c'est pas bien demandé. C'est juste peut-être ça le problème. J'y reviendrai après. Autre exemple. Merci de me rendre votre rapport rapidement. Ok. Bah, c'est cool, mais déjà rapidement, ça veut dire quoi? Je sais pas. Et puis peut-être que le rapport, en fait, je suis pas le seul, je l'ai pas en fait, peut-être que je peux pas le rendre. Donc là, en me disant ça, moi quand je lis ça, je sais pas si vous, ça vous fait pareil, moi quand je lis ça, je me sens direct mis peu devant le fait accompli, j'ai pas le choix, quoi. Il faut que je le rende rapidement, mais je sais même pas quand c'est rapidement, quoi. Débrouille-toi avec ça, c'est pas ouf, quoi. Alors que, une belle phrase, j'ai besoin de votre rapport pour demain à 17h parce que j'ai une réunion avec telle personne et on aimerait discuter de ce sujet, etc. Bah là, ok, quoi. Là, déjà, c'est précis. Il ne me l'impose pas. Il me laisse le choix. Je peux lui répondre. Je peux lui dire, le rapport, je ne l'ai pas. C'est Jean-Luc qui doit me l'envoyer. Il n'a pas fini. Je vais le relancer pour savoir où il en est. Mais je ne te garantis pas de te l'envoyer demain avant 17h. J'ai eu l'opportunité de me défendre, d'expliquer des choses, de discuter, d'interagir avec cette personne. Alors que merci de me rendre votre rapport rapidement, ça ferme la discussion, il n'y a pas de débat possible. Et si je cherche à débattre, potentiellement je suis dans une position défensive. Donc ce ne sera pas forcément constructif, parce que peut-être que je vais réagir à chaud à ça. Donc dites pourquoi laisser l'autre s'exprimer, c'est en fait ça le fond de ne pas utiliser le merci d'eux. Et soyez précis. Comment faire autrement que le merci d'eux? Parce que c'est bien beau de critiquer le merci d'eux, mais si on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire autre, c'est pas ouf. Eh bien, déjà, premièrement, je dirais, acceptons de se tromper. Acceptons de se dire que on n'est pas parfait, qu'on ne sait pas forcément bien interagir, ou qu'on ne sait pas forcément bien communiquer. Donc acceptons de se dire, ok, là, j'avoue, mon message n'était pas bien formulé, je pourrais le reformuler différemment. Premier point. Ça ne fait pas? Si. Acceptons de déconstruire ce qu'on sait. Peut-être que pour nous, le merci d'eux, c'est un automatisme. Acceptons de déconstruire cet automatisme, asseyons-nous dans la chaise du discernement, et j'ai écouté. Et essayons de se poser la question de peut-être que si ce n'est pas une bonne idée, je pourrais peut-être faire autre chose, de penser différemment pour pouvoir interagir différemment. Et donc du coup, acceptons qu'on peut faire autrement. Si on n'accepte pas tout ça, en fait, on ne se posera jamais la question et droit dans le mur comme ça, quoi. Et dernier point qui est très important, surtout, alignons nos intentions avec notre expression. Si j'ai juste besoin du rapport de Margot, bah, je peux aller la voir et lui expliquer pourquoi j'en ai besoin et juste lui demander, plutôt que de lui envoyer dans les dents un « merci de me rendre ton rapport ». J'aligne mon expression avec mon intention. Mon intention, je ne lui veux pas de mal. Personne ne veut de mal à personne dans la nature, normalement. On a eu l'exemple ce matin avec le petit enfant qui voit le petit lapin tout seul. Bah, redevenons un peu comme ça.
Personne ne veut de mal à personne. Donc soyons gentils. Alignons notre expression avec notre intention. Si je suis gentil, pourquoi je lui envoie un merci dans la face? Inutile. Le risque que ça peut faire, c'est que si elle est sensible à ça, elle réagisse à chaud. Et donc ça frite, ça conflit. Donc acceptons d'aligner tout ça et gardons en tête que des fois, une demande ou un s'il vous plaît honnête, c'est beaucoup mieux qu'un merci de brutal. Et on arrive plus à avoir ce qu'on veut, en plus. Ça va toujours? Ok. Du coup, je parlais du merci de, je disais que c'était un petit peu une demande déguisée, une demande impérative, une exigence qu'on a vers quelqu'un. Je voudrais faire un petit laïus sur les demandes, pour le coup, et revenir à la discussion que j'ai eue avec mon ami sur le merci de, justement. Donc on va parler de comment bien faire une demande. Alors ceux qui pensaient demander leur femme en mariage, je suis désolé, je ne vais pas vous donner trop d'indices, ou leur mari en mariage, enfin leur futur mari en mariage, je ne sais pas comment on dit, leur compagnon, bref, la personne avec qui ils vivent dans une union solennelle. Il y a peut-être des indices, mais ce n'est pas le but. Voilà. Comment bien faire une demande à quelqu'un? Bullet point. 1 sur 2, 2 pages. Vous allez voir, il n'y a pas trop de bullet point non plus. Déjà, il faut être précis. J'ai dit tout à l'heure, avec le merci de me rendre votre rapport rapidement, rapidement, c'est pas précis. Ça ne donne pas d'indice de temps. La personne, elle ne sait pas en face comment agir. Je dis, rapidement, c'est quoi? C'est dans 10 minutes, c'est demain, c'est après-demain, c'est la semaine prochaine. Donc on lui demande, c'est quoi rapidement? Pour la fin de la semaine. Ah ouais, donc c'est pas si rapide que ça. Encore une fois, on n'a pas la même notion du rapidement, on n'a pas le même vécu. Mon rapidement à moi, c'est dans les 10 minutes, son rapidement à lui, c'est dans une semaine. Si je ne demande pas, je ne le sais pas. Donc peut-être que je vais me mettre un stress pour rien. Et du coup, je vais balancer d'autres trucs à d'autres gens. Ouais, j'ai besoin de ça rapidement parce que lui, il a besoin de ça rapidement. Et du coup, le rapidement de l'autre personne n'est pas le même que le mien, qui n'est pas le même que celui de la base. Conflit de rapidement. Donc soyons précis. Ne pas se placer en victime quand on fait des demandes. Si ces demandes, la personne en face, elle a un peu de pitié, ça ne marchera pas non plus, c'est pas ouf. Donc vous ne placez pas en victime. Ouais, j'aimerais bien que ça. Ça n'a jamais trop marché. D'accord? On verra après. Si vous avez des demandes un peu touchy à faire, j'ai quelques points aussi que vous pourriez peut-être appliquer. C'est chiant parce que j'ai mon slide sur l'écran, mais en fait c'est écrit tellement petit que je vois pas ce qu'il y a. Donc j'aimerais pouvoir faire genre, je lis ma bullet point comme ça, et en fait j'arrive pas, donc je suis obligé de me retourner. Si ça passe pas une fois, ça passera pas deux. Il n'y a pas de sous-message là-dedans. Juste pour dire que si je fais le parallèle avec la discussion que j'avais avec ma copine une fois, une amie, qui me disait oui, j'ai demandé 20 fois, il voulait pas, du coup, je sais plus quoi faire, ça m'énerve, merci d'eux, machin. Si la demande ne passe pas une fois, il y a de fortes chances que la deuxième fois, si c'est formulé pareil, ça passe pas non plus. Et bis repetita. Même situation, même réaction, a priori. Donc, peut-être qu'il faut formuler différemment. Peut-être qu'il faut expliquer pourquoi. Peut-être qu'en fait, la demande ne passe pas parce qu'elle n'est pas assez précise, ou qu'elle n'est pas assez expliquée. Donc là-dessus, il faut bien faire attention. Éviter les non-demandes. Une non-demande, c'est quoi? Vous avez tous déjà rentré dans un open space, et ça m'arrive aussi, et j'aime bien cet exemple, même si je ne la citerai pas, peut-être qu'elle est dans la salle. On rentre dans l'open space comme ça, puis on voit le bureau d'un collègue. On dit, dis donc, comment c'est le bordel sur ton bureau? Grosse non-demande. Non-demande qui est, tu pourrais pas ranger ton bureau? Peut-être qu'elle, elle trouve que c'est pas le bordel. En fait, on n'a peut-être déjà pas le même spectre de vision. Peut-être qu'on n'a pas la même perception du bordel. Peut-être que pour elle, c'est rangé. Moi, mon bureau, il est tout le temps en bordel, mais les choses sont parallèles. C'est un bordel organisé. Donc pour moi, ce n'est pas du bordel. Mais je conviens que quand on ne voit plus le bois du plan de travail du bureau, ok, c'est peut-être le bordel. Donc les non-demandes, souvent, ça fait quoi? Ça amène des non-réponses. Moi, quand on me dit, dis donc, comment c'est le bordel sur ton bureau? Ouais. Voilà. Non-demande, non-réponse. Si tu m'expliques différemment, bon écoute, il y a quand même des gens qui passent dans l'open space. J'aimerais bien, si possible, que ton bureau soit un peu plus rangé, tu vois, pour que ça fasse un peu plus... la justification est discutable, hein, j'entends, mais pour que ça fasse un peu plus, tu vois, professionnel. Que tu mettes tes chaussures et pas des chaussons. C'est un autre sujet. Mais voilà, s'il me le demande, il me l'explique. Je vais dire, ok, ok, d'accord, je vais faire un effort, je vais le ranger, il y a un client qui vient cet après-midi, ok, j'en mettrai mon bordel demain, quoi. Ok, une vraie question, une vraie demande,
Une vraie réponse, pour le coup. Donc là, OK. Une non-demande, ça peut être même presque perçu comme de la manipulation, un peu. Si tous les matins, on arrive et dit « Ah, comment c'est le bordel ici ?» On essaie peut-être un petit peu implicitement de manipuler la personne pour qu'elle range son bureau, mais sans qu'on lui ait demandé. Et après, il dit « Ah, ça me fait... Ah, j'ai rangé mon bureau. » Je te l'ai pas demandé. Entre nous, un peu quand même. Donc, les non-réponses et les non-demandes, voilà, ça peut être aussi un petit conflit entre eux. Sujet qui va avec, éviter les mots comme toujours ou jamais, surtout quand vous faites des non-réponses ou des non-demandes. Du style, la personne qui arrive dans le bureau de 5 personnes et qui dit « C'est toujours moi qui fais le café le matin ». Est-ce que vous avez déjà croisé cette personne ? Moi, je l'ai croisée une fois. Et quand elle m'a dit ça, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de dire « Bah non. Non, la semaine dernière, tu étais en congé. » Je crois qu'on loupe un petit peu le sujet de la discussion quand même. Donc le mot « toujours », déjà, rien n'est jamais forcément absolu. Donc, a priori, toujours n'est peut-être jamais vrai. Merde, c'est mindfuck. Et quand cette personne dit « c'est toujours moi qui fais le café », c'est pas forcément vrai. Il y a forcément des jours où elle l'a pas fait. Mais en disant ça, direct, les gens en face, ils vont se placer sur la défensive. Ils vont peut-être réagir à chaud, comme moi j'ai pu faire. Non, c'est pas vrai. Alors qu'en fait, la question, elle est peut-être pas là. Peut-être que la personne, ça la saoule de faire le café, peut-être qu'elle juge qu'elle le fait trop souvent. Surtout si elle en boit pas. Ça peut être dommage. Histoire vraie. On a appris 6 mois après qu'il buvait pas de café, il le faisait tous les jours. Et pourquoi tu fais ça, frère ? Personne te l'a demandé. Bref. Donc évitons ça, parce que sinon, on rentre direct dans un débat sur la forme et pas sur le fond. Alors que si cette personne est arrivée en disant « Bon, écoutez, les amis, en ce moment, j'ai remarqué, c'est souvent moi qui fais le café, ça me dérange un peu, est-ce qu'on pourrait tourner un peu, organiser un cycle ? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors là, on a une vraie demande bien formulée qui est un peu claire, on nous demande notre avis en plus, et nous, en face, on a envie de « Ouais, pourquoi pas, on peut peut-être faire un planning, moi je fais le mardi, lui fait le jeudi, et puis quand il y en a un qui n'est pas là, c'est celui d'après qui fait, enfin bref, il y a peut-être une orga à trouver, quoi. » Mais au moins, on n'est pas en train de juger de la forme, on parle vraiment du fond. Donc ça rejoint aussi les non-demandes. Le toujours ou le jamais, c'est comme ça. Pour la non-réponse et la non-demande, j'ai une petite anecdote qui me tient à cœur. Quand j'étais petit, mon père il venait toujours dans ma chambre, il me disait c'est le bordel dans ta chambre. Je parle comme ça parce que ça fait genre il gronde. C'est le bordel dans ta chambre. Alors que s'il m'avait vraiment demandé de ranger ma chambre, plutôt que de me dire une non-demande de c'est le bordel dans ma chambre, je ne l'aurais pas fait, certes. Mais au moins, je ne lui aurais pas répondu bah ouais, c'est le bordel dans ma chambre. Mais j'aurais peut-être été plus enclin, comme disait Thomas tout à l'heure, une vraie discussion sur qui m'explique pourquoi ça le dérange que ce soit le bordel dans ma chambre, et peut-être que je l'aurais rangé ma chambre. Je crois que c'est le slide suivant. Ouais, trop bon. Utiliser de la nuance dans ce que vous dites, ça n'apparaît pas. Si, utiliser de la nuance, on a quand même un éventail de mots, de phrases, de significations, de plein de choses en langue française qui est magnifique. On peut nuancer nos propos. Des adjectifs, kiffez-vous, regardez le dictionnaire, ouvrez une page au pif tous les jours, pointez un mot et lisez la définition. Vous allez apprendre des trucs de ouf, croyez-moi. Une page au pif tous les jours dans le dictionnaire, vous imaginez même pas ce que ça peut faire pour vous. Titre de film un peu. De ouf. Donc voilà, nuancez vos propos, c'est génial. Utilisez les bons verbes si ça veut bien passer. Les bons verbes pour les bonnes choses. Utilisez les bonnes demandes. Quand vous dites à quelqu'un, est-ce que tu peux faire le café ? Oui. Je peux. Mais j'en bois pas. Donc je le ferai pas. Mais je peux le faire, je sais le faire. Peut-être lui dire, est-ce que tu voudrais bien faire le café ? Ouais, ok. J'ai envie de t'aider, je vais faire le café, même si j'en bois pas. Donc utilisez les bons verbes pour les bonnes choses. Le tu peux, tu veux, c'est débattable. Il y a des gens qui ça énerve le tu veux ou le tu peux. Moi, je préfère le tu veux que le tu peux. Ça fait bizarre de dire plusieurs fois la même chose. Tu veux, tu peux. On a l'impression que je fais un jeu pour. Bref. Moi, je préfère le tu veux que le tu peux. Il y en a que ça va pas. Bon, après, voilà, adaptez-vous aussi à votre auditoire ou personne que vous avez en face de vous. Si vous savez que la personne en face, elle aime pas trop le tu veux, retenez-le dans un petit coin de votre tête et dites à cette personne-là, quand je lui parle, que j'utilise d'autres verbes. Ou alors je paraphrase. Moi, souvent, je fais ça. Quand je ne sais pas si j'ai un doute, je change ma phrase. Je change tous les mots de la phrase, surtout quand j'ai des doutes sur l'orthographe.
Qui fait ça? Vous savez pas écrire un mot, vous changez de mot. Ça, je suis pas tout seul, merci. Et ben pour les verbes, c'est pareil. Vous cherchez le bon verbe, vous ne trouvez pas. Hop, vous reformulez. Donc utilisez les bonnes choses. Pas trop de conditionnel. Ça peut être bien, mais pas trop. Trop, c'est barbant, ça fait un peu mou, ça fait la personne, elle n'a pas vraiment de trucs à dire en vérité. Donc surtout avec le je. J'aimerais bien que tu fasses le café. Ou j'aimerais bien que ci, que ça. Le risque à ça, c'est que la personne en face, très terre à terre, elle vient vous voir, elle dit j'aimerais bien que tu fasses le café. Ah ouais, j'avoue. Il se passe rien, quoi. Donc, si c'est une demande, faites une vraie demande, quoi. Évitez les choses en public. Pareil, il n'y a pas de sous-entendu. Les choses en public, j'entends que ce soit en face-to-face ou sur des messageries instantanées, par exemple. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Évitez de faire des choses en public, donc de clasher des gens en public, par exemple, ou de répondre à chaud à des gens en public, ou de répondre à chaud à une réaction à chaud à quelqu'un en public. Ça n'a jamais été bon, et ce ne sera bon pour personne. Si vous attaquez quelqu'un en public, la personne elle va se sentir mise à partie devant tout le monde. Donc ça va amplifier le risque qu'elle réponde à chaud. Donc ça va créer un vrai problème. Et si en plus vous n'avez pas raison dans votre attaque, potentiellement l'auditoire qui est autour de vous, ben en fait c'est vous qui va cibler. Donc les trucs en public, les réponses en public, à chaud, ou les attaques, ou les demandes un petit peu... ça peut montrer une forme d'incourage. Je ne sais pas c'est quoi l'inverse de courage d'ailleurs. Je trouve pas le mot, on me le souffle mais j'entends pas. Bref, ça peut montrer un peu qu'on n'est pas si courageux. Vous avez vu comment j'ai détourné ma phrase, je dis pas si courageux pour pas dire l'inverse de courage, que je connais pas le mot. Ça peut montrer ça un peu, en fait. De demander dans une auditoire, on est 40 à quelqu'un, tu voudrais bien faire ça? La personne n'a pas à dire non, elle va passer pour un connard, devant tout le monde. Donc elle va dire ouais, même si au fond il n'a pas envie. Et après il ira voir la personne en disant ouais, j'ai pas trop envie en fait. Ouais, mais t'as dit oui, moi je compte sur toi maintenant. Donc évitez les trucs un peu comme ça en public, parce que potentiellement si la demande elle est abusée, en plus les gens vont se retourner contre vous, genre ça se fait pas ce qu'il a demandé. Donc c'est bon pour personne. Hop, dernier point, tournez pas autour du pot quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, allez-y franco, quoi. Faites pas des paraphrases pendant 10 minutes parce que vous n'avez pas à lui dire la truc, quoi. Si vous avez un truc à lui demander, demandez-le. On gagnera tous du temps, ça ira plus vite, et ça évitera en plus que la personne elle surinterprète ou elle interprète mal ce que vous êtes en train de dire. Si vous voulez que la personne fasse le café, demandez-lui, fais le café. Et si elle le fait jamais et que ça vous saoule, dites-lui, tournez pas autour du pot. Et moi je bois pas de café, je le fais tous les matins, ça m'énerve. Est-ce que tu voudrais bien qu'on divise la tâche? C'est droit, ça tombe pas autour du pot, il n'y a pas besoin de tergiverser, quoi. Ok. J'en viens à des demandes un peu touchy. Je parlais des demandes touchy en public ou des demandes touchy tout court. Si vous avez des demandes un peu complexes à faire, voici quelques astuces de demandes tirées de la communication non violente. Alors encore une fois, je ne suis pas un expert, donc je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions sur ces sujets-là si jamais vous en avez des très précises. Mais voici des choses que j'essaie d'appliquer et qui fonctionnent. Et qui sont peut-être déjà connues d'ailleurs par vous. Premier point, exprimer les faits. Voilà, il s'est passé ça. Il y a eu cette situation, il y a eu telle chose. J'ai ressenti ça comme ça. Ça m'a fait ça. Tu as dit ça, je me suis senti agressé. Donc les faits, il n'y a pas de jugement, c'est juste vous exposez les faits, le ressenti, vous dites ce que vous avez ressenti à vous. L'interprétation à vous, c'est personnel. Après, vous exprimez vos besoins. J'aurais besoin d'un cadre un peu plus confiant pour ne pas ressentir ce que j'ai ressenti et pour que les faits ne m'atteignent moins. Vous exprimez ça très bien. Et après, vos attentes. J'attends de toi que tu mettes en place ou que tu fasses des choses comme ça pour instaurer ce que j'ai besoin, pour ne pas être voilà, dans une situation d'inconfort. Et après, vous demandez à l'autre s'il est d'accord. Et ça marche très bien. Et ça marche tellement bien qu'on ne le fait pas. C'est dommage. Ça marche très bien et ça évite les incompréhensions ou les choses qu'on demande à quelqu'un en l'imposant ou les réactions à chaud sur une situation. Donc ça marche bien, gardez-le en tête. Petit reminder. Bref, avec un point. En plus, c'est presque la même typo, c'est trop stylé. Demain, on fait quoi? Parce que là, c'est bien beau, on a parlé de plein de choses, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement demain pour essayer que notre interaction avec le monde extérieur, nos collègues, nos amis, nos familles, nos chats, nos chiens, nos enfants, tout le monde, tous ceux avec qui on interagit, ça se passe mieux.
Conseil très obvious, on relit ses messages. Ou on... Oh, j'aime pas cette expression, j'ai jamais compris pourquoi on tourne sa langue dans sa bouche avant de parler. Je sais pas si ça nous aide à parler, mais bon, on va dire que c'est l'expression. On réfléchit, on relit, on répond plus tard, si on peut. Pour éviter de réagir à chaud, pour éviter de froisser, et pour avoir des débats constructifs, surtout. Parce qu'en fait, surtout dans le cadre professionnel, les réactions à chaud, ça n'a jamais mené à des décisions justes. Et on est tous en quête de justice dans la vie. Petit laïus sur les messageries instantanées. Attention aux messageries instantanées. Il n'y a rien de pire qu'un merci de sur Slack, ou sur Teams, ou sur whatever logiciel que vous utilisez. Les messageries instantanées, c'est le pire endroit pour aller avoir des débats avec des gens et discuter avec des gens de manière calme et sereine. C'est le pire endroit pour ça. Déjà parce qu'on n'a pas le langage corporel, on n'a pas l'intention de la personne, on ne sait pas ce qu'elle voulait vraiment dire. Ça se trouve, elle était très gentille. Nous, on a pris ça comme une attaque d'une violence invraisemblable. Du coup, on va répondre avec une violence invraisemblable. L'autre en face, il va se dire « Mais putain, j'étais gentil, il m'attaque. Du coup, je vais l'attaquer aussi. » Et en fait, on rentre dans des débats de formes incroyables. Donc, les messageries instantanées, ça peut être bien, mais utilisez-les avec parcimonie. Un conseil que je pourrais vous donner, si vous avez été un jour, comme moi, accro à Slack ou à Teams, et que vous regardiez tous les messages avec anxiété parce qu'il y a toujours un petit point rouge qui vous dit qu'il y a des channels que vous n'avez pas lus, déconnectez un petit peu, vous verrez, ça fait du bien. Et surtout, prenez le temps de répondre. Personne ne vous demande de répondre dans la minute. La vie de personne n'en dépend. Si vous ne répondez pas à un message privé sur Slack dans la demi-heure, c'est OK. C'est pas grave. Si la personne elle est sur le point de mourir parce que vous ne lui répondez pas, vous inquiétez pas, elle va vous appeler, a priori. Elle ne va pas attendre que vous répondez à Slack. Donc détendez-vous avec les messageries instantanés. Un conseil, ça peut faire du bien à tout le monde. Et surtout, on n'a pas l'interprétation. Il y a des gens qui écrivent comme ils parlent. Petite anecdote personnelle, moi quand on prononce... Alors, tout le monde m'appelle Nico déjà. Quand on m'appelle Nicolas, j'ai l'impression que ça va chier. C'est surtout quand c'est ma femme, elle me dit « Nicolas ?» Bon, je vous rassure, elle ne le fait pas. Mais quand on me dit ça, genre quand mes parents m'appellent comme ça, le pire, quand tes parents t'appellent avec ton nom de famille. Ça, c'est charmé. Anecdote, il y a des fois des gens sur Slack, ils viennent me parler en privé, ils commencent leur message par « Nicolas ?» A priori, je sais que tu me parles, on est en conversation privée. Et tu sais à qui tu parles, on est en conversation privée, c'est marqué mon nom au-dessus. Et moi, quand je lis ça, direct, tu sais, je me mets un peu sur la défensive, je dis « Oh là là, je vais me faire défoncer. » Alors qu'en fait, trop pas, peut-être il veut juste me dire « C'est cool ce que tu as fait ce matin, merci d'avoir rangé la table. » Et du coup, je suis décontenancé. Donc, c'est là où le risque des messageries instantanées, c'est qu'on n'a pas l'intention de la personne. Anecdote close. Essayons de nous synchroniser avec la synchrone. Si on a une messagerie instantanée et qu'on envoie un message, on sait qu'on a envie de répondre à cette personne, mais sur Slack, ça va peut-être dégénérer. Petit message privé. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien m'appeler quand tu as 5 minutes dans l'après-midi ? J'aimerais discuter de 2-3 choses avec toi. Voire même, j'aimerais discuter de ce point-là avec toi. Comme ça, la personne elle peut se préparer psychologiquement à en parler, encore mieux. Et ça évite les réactions à chaud et les réactions en public. Donc deux trucs plutôt cool à éviter. Donc essayons de synchroniser un petit peu l'asynchronisme. L'asynchronisme, c'est OK. Essayons de replacer des moments de synchrone entre nous. Des visios, des face-to-face, des coups de fil. La visio, c'est cool parce qu'on a la tête de la personne en face. Alors, les gens qui font des visios et qui coupent leur caméra, pourquoi vous faites des visios ? Voilà. Quand on est en formation à distance avec 12 personnes et qu'il n'y a aucune caméra, je vous assure qu'on se sent grave seul. Donc essayons de nous synchroniser. Et les emojis. Alors souvent on me dit ouais, les emojis c'est un peu kikou, c'est les gens de 18 ans qui font ça. Un emoji bien placé, ça peut vraiment signifier une intention dans un message. N'hésitez pas à l'utiliser. Ceux qui sont sur Mac, pour info, vous faites CTRL commande espace. Ça vous ouvre une petite fenêtre avec un moteur de recherche d'emojis. C'est le feu. Le jour où j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. Vraiment. Un petit emoji bien placé, ça peut signifier une intention. Un petit gif, même si les gifs c'est plus lourd, donc l'impact du gif sur la planète, tout ça, je vous laisserai y réfléchir. Ça permet de transmettre l'émotion un peu plus. Alors, mettez pas des emojis après chaque phrase, c'est relou. Mais un petit de temps en temps, c'est plutôt pas mal. Sauf l'emoji clin d'œil. L'emoji clin d'œil n'a pas sa place dans le monde professionnel.
Ok? Jamais. C'est de l'ironie et c'est déguiser une agression. Je ne sais pas si vous avez déjà connu cette personne qui envoie un mail, genre le service RH qui envoie un mail à toute la France, France @ et il y a quelqu'un qui répond. Et du coup, toute la France le reçoit. Ça énerve. On est OK. Moi aussi, ça me saoule. Mais cette personne répond, et du coup, il y a quelqu'un qui répond à cette personne, mais à toute la France, juste pour le clasher. En mode, peut-être qu'on a des formations pour apprendre à ne pas répondre à tous. Petit clin d'œil. Emoji clin d'œil. Vous avez la violence de cet emoji clin d'œil, là? Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît. Donc, les emojis, ça peut être kikou, mais franchement, ça peut être top. Et donner du feedback aux gens. N'hésitez pas à faire ça. Moi, c'est quelque chose que je pratique et je demande aussi du feedback aux autres. Et quand on m'en donne, c'est de l'or en barre. Alors, par contre, écoutez-le. Comme disait notre keynoteur ce matin, écoutez votre feedback, posez-vous, fermez-la, écoutez bien et prenez. Si vous demandez du feedback, la personne a dit 2 mots, vous la coupez, ouais mais non, en fait c'est pas ce que je voulais dire, le feedback il sert à rien, ok? Donc dans ces cas-là, n'en demandez pas. Donc demandez du feedback aux gens, donnez du feedback aux gens si vous le demandez, ou donnez-le si vous savez qu'ils sont ouverts. Spoiler alert, il y a des gens qui ne sont pas ouverts au feedback, ça sert à rien d'essayer, ça marche pas, ils vont pas comprendre pourquoi vous faites ça. Ils disent, attends, il est sérieux, j'envoie des messages et à chaque fois il m'analyse mon message, il est juste relou le gars quoi. Donc sachez apprendre un petit peu à appréhender les gens aussi, vous verrez que vos interactions seront meilleures. Donc donnez du feedback aux gens. Bon, c'est cool tout ça, mais c'est artificiel, c'est surfait, c'est compliqué. On va pas non plus réfléchir à tout ce qu'on dit. C'est relou. Puis de toute façon, on n'a pas le temps. Voilà. Moi, j'ai pas le temps pour ces conneries. Je préfère être spontané, être vrai. Moi, je suis dans l'instant présent, je réponds tout de suite. Vous avez déjà entendu ça? Moi, oui. Et j'ai envie de dire, bravo. Vous avez tout compris. Non, sans blaguer, c'est souvent des trucs qu'on m'a répondu quand je parle de ça autour de moi. Oui, mais j'ai pas le temps de réfléchir à chaque mot, chaque phrase que je vais utiliser, chaque intention que je veux transmettre. C'est bon, c'est relou, quoi. Si la personne en face, elle prend mal mon message, c'est pas de ma faute. Alors, ok, mais ça veut pas dire que ton message, il n'était pas irréprochable non plus, quoi. Et n'oublions pas que l'interaction, la communication, c'est une compétence qui se travaille et qui s'apprend. Donc voilà, essayons. Il y a des gens sensibles à ça. Des gens sensibles aux mots, aux phrases, et moi j'en fais partie. Donc si on peut éviter de frustrer une partie de notre auditoire, au pire, ça ne sert à rien. Au mieux, ça ne frustre pas les autres. Donc essayons. Ça évitera de laisser des gens sur le côté. Vous êtes chaud pour être avec moi? On essaie d'être authentique et courageux dans nos discussions, nos interactions. Ouais. Quel engouement! Wouh! Vous avez faim? Moi aussi! Et si on finit à l'avance, vous pourrez accéder au buffet avant tout le monde. Merci à tous. Je ne sais pas ce qui se passe après. Peut-être qu'on se regarde. Je peux vous raconter d'autres histoires si vous voulez. Mais... Des questions peut-être? Des remarques? Il y a une question au milieu là. C'est lâche? De quoi? De quoi, moi? Merci d'être lâche. Ah, ok, merci. Il faut que je note. Là, je fais genre, je connais plein de mots. En vrai, je connais même pas l'inverse de courage, quoi. La loose. Ok, alors, lâche. Merde, j'ai fermé un truc. Bon, c'est pas grave, j'aurai là, dans ma note. Merci.